Les éditions Sixth présentent Ma vie, tome 1, de Léon Trotsky. Lu par Éric Garçon-Macarel. Avant-propos. Notre époque, de nouveau, abonde en mémoire, peut-être plus que jamais. C'est que l'on a bien des choses à raconter. L'intérêt que suscite l'histoire contemporaine est d'autant plus vif que l'époque est plus dramatique et qu'elle est plus riche en sinuosité. L'art du paysage n'aurait pu naître au Sahara. Des temps intersectés, comme le nôtre, créent le besoin de considérer le jour d'hier, jour déjà si lointain, du point de vue de ceux qui s'y sont trouvés activement engagés. Ainsi s'explique l'énorme développement de la littérature mémorialiste depuis la dernière guerre. Ainsi, peut-être, se justifie le livre que voici. La possibilité même de sa publication est due à une pause dans la vie politique active de l'auteur. Constantinople a été, dans mon existence, une des étapes imprévues, quoique non fortuites. Je suis ici au bivouac, non pour la première fois, et j'attends patiemment de voir ce qui viendra ensuite. Sans une certaine dose de fatalisme, la vie d'un révolutionnaire serait en général impossible. D'une manière ou d'une autre, l'entracte de Constantinople aura été un moment des plus propices pour jeter un coup d'œil en arrière, en attendant que les circonstances permettent d'aller de l'avant. Au début, j'avais rédigé, au courant de la plume, de brefs essais autobiographiques pour des journaux, et je pensais me borner à cela. Je noterais que, de mon asile, je ne pouvais surveiller et voir sous quelle forme ces essais parvenaient au lecteur. Mais toute besogne a sa logique. Je pris possession de mon sujet juste au moment où j'achevais les articles destinés à des journaux. Je me décidai alors à écrire un livre. J'établis mon plan sur une échelle incomparablement plus étendue et repris mon travail du début. Entre les articles qui ont paru d'abord dans les journaux et ce livre, il n'y a de commun que le sujet qui est le même. Pour le reste, ce sont ouvrages tout différents. J'ai donné des détails particulièrement circonstanciés sur la deuxième période de la révolution soviétique qui coïncide avec la maladie de Lénine et l'ouverture d'une campagne contre le trotskisme. La lutte des épigones pour la possession du pouvoir, comme je tente de le démontrer, n'a pas été seulement une lutte de personnes. Elle ouvrait un nouveau chapitre en politique. C'était une réaction contre Octobre et la préparation d'un thermidor. De là, on en vient naturellement à la question que l'on m'a posée si souvent, comment donc avez-vous perdu le pouvoir ? L'autobiographie d'un homme politique révolutionnaire touche nécessairement à de nombreuses questions théoriques qui se rattachent partiellement à l'évolution sociale de la Russie et à celle de toute l'humanité, qui se rapportent en particulier aux périodes critiques que l'on appelle des révolutions. Bien entendu, je n'ai pas eu dans ces pages la possibilité d'examiner à fond de complexes problèmes théoriques, et en particulier la théorie dite de la révolution permanente, qui a joué dans ma vie personnelle un si grand rôle, et, observation plus importante, acquiert à présent un si vif intérêt d'actualité pour les pays d'Orient, passe à travers ce livre comme un leitmotiv entendu à distance. Si quelques lecteurs n'en étaient pas satisfaits, je pourrais lui dire seulement que l'examen des problèmes de la Révolution, pour le fond, sera l'objet d'un ouvrage spécial, dans lequel j'essaierai d'établir les plus importantes des conclusions théoriques suggérées par l'expérience de 20 ou 30 des dernières années. Comme dans ces pages, on verra défiler un bon nombre d'hommes sous une toute autre lumière que celle qu'ils auraient choisie pour eux-mêmes ou pour leur parti, ils seront plus d'un à déclarer que mon exposé manque de l'objectivité indispensable. Déjà, la publication de fragments de cet ouvrage dans la presse périodique a provoqué certaines réfutations. C'était inévitable.
On peut être sûr que si même j'avais réussi à ne faire de cette autobiographie qu'un simple daguerréotype de ma vie, ce que je n'ai pas cherché du tout, le résultat n'en aurait pas moins réveillé des échos des controverses que suscitèrent les conflits racontés ici. Mais ce livre n'est pas une impassible photographie de mon existence, c'en est une partie composante. Dans ces pages, je poursuis la lutte à laquelle toute ma vie est consacrée. Tout en exposant, je caractérise et j'apprécie. En racontant, je me défends et plus souvent encore, j'attaque. Et je pense que c'est là le seul moyen de rendre une biographie objective dans un certain sens plus élevé, c'est-à-dire d'en faire l'expression la plus adéquate de la personnalité, des conditions et de l'époque. L'objectivité n'est pas dans la feinte indifférence avec laquelle une hypocrisie confirmée traite des amis et des adversaires, suggérant indirectement au lecteur ce qu'il serait incommode de lui dire tout net. Pareille objectivité n'est qu'une rouerie mondaine, rien de plus. Je n'en ai pas besoin. Dès lors que je me suis soumis à la nécessité de parler de moi, et l'on n'a pas encore vu d'autobiographie dont l'auteur aurait réussi à ne pas parler de lui, je ne puis avoir aucun motif de dissimuler mes sympathies ou mes antipathies, mes affections ou mes haines. Ceci est un livre de polémique. Il reflète la dynamique d'une vie sociale qui est toute établie sur des contradictions. Insolence de l'écolier envers son maître. Dans les salons, propos acerbes de l'envie, glissés sous des apparences d'amabilité. Incessante concurrence commerciale. Émulation enragée dans toutes les carrières de la technique, de la science, de l'art, du sport. Escarmouches parlementaires dans lesquelles on peut toucher de profonds antagonismes d'intérêts. Lutte quotidienne et furieuse dans la presse. Grèves ouvrières. Fusillades dirigées contre des manifestants. Valises chargées de pyroxyline que s'expédient entre eux par la voie des airs des voisins civilisés. Langues de flammes de la guerre civile qui ne s'éteignent presque jamais sur notre planète. Ce sont là diverses formes de la polémique sociale, depuis la plus coutumière, quotidienne, normale, presque imperceptible malgré son intensité, poussée jusqu'à la polémique extraordinaire, explosive, volcanique des guerres et des révolutions. Telle est notre époque. Nous avons grandi avec elle, nous la respirons, nous en vivons. Comment pourrions-nous nous dispenser de polémique si nous voulons être fidèles à notre patrie dans le temps? Mais il existe un autre critérium plus élémentaire, celui de la simple bonne foi dans l'exposition des faits. De même que la lutte révolutionnaire la plus intransigeante doit tenir compte des circonstances de temps et de lieu, l'ouvrage le plus polémique doit maintenir les proportions qui existent entre les choses et les gens. Je veux espérer que cette exigence aura été observée par moi, non seulement dans l'ensemble, mais dans le détail. En plusieurs cas, peu nombreux à vrai dire, je rapporte sous forme de dialogue des conversations qui ont eu lieu voilà longtemps. Personne n'exigerait que de tels entretiens soient reproduits mot à mot après bien des années, et je n'y prétends pas. Certains dialogues ont plutôt un caractère symbolique. Mais tout homme a connu dans sa vie des moments où telle ou telle conversation s'est gravée plus nettement dans sa mémoire. D'ordinaire, on fait part à plus d'une reprise de tels propos à ses proches, à des amis politiques, et les mots se fixent ainsi dans la mémoire. Je songe ici, bien entendu, avant tout, aux entretiens politiques. Je veux noter maintenant que j'ai coutume de faire confiance à ma mémoire. Les témoignages qu'elle m'a apportés ont été plus d'une fois soumis à des vérifications objectives et l'examen a été subi avec succès. Cependant, il est indispensable de faire sur ce point une réserve. Si ma mémoire topographique, sans parler de mes facultés de souvenir musical, est très faible, si ma mémoire visuelle, de même que la linguistique, est assez médiocre, ma mémoire des idées est de beaucoup au-dessus du niveau moyen. Or, dans ce livre, les idées, leur développement et la lutte des hommes pour ces idées occupent en somme la principale place. Il est vrai que la mémoire n'est pas un compteur automatique, elle est moins que toute chose désintéressée.
Fréquemment, elle met en valeur ou rejette dans l'ombre des épisodes peu avantageux pour l'instinct vital qui la contrôle, le plus souvent du point de vue de l'amour-propre. Mais c'est là une affaire de critique psychanalytique, d'une critique parfois spirituelle et instructive, plus souvent pourtant capricieuse et arbitraire.